Bienvenue sur les Success Stories genevoises, le podcast qui part à la rencontre de ceux et celles qui façonnent l'économie et l'innovation à Genève et parfois même bien au-delà. Ce format est à retrouver en audio sur Spotify et Apple Podcasts, ainsi qu'en vidéo sur YouTube. Alors bonne écoute! Salut Jan, bienvenue, on est très content de te recevoir ici pour cette série sur les Success Stories genevoises. Toi, tu es le cofondateur de TripTrap, entreprise bien connue des Genevois qui conçoit des escape games. Cette société, elle a été fondée en 2015 et, preuve de votre succès et votre savoir-faire, deux de vos salles ont été classées dans le classement mondial. Donc c'est la maison de Tonton Cornelius et la chambre de Tante Hilda, 16e et 26e. Absolument incroyable. Chapeau déjà, bravo pour ça. Et explique-nous alors, comment se porte l'entreprise aujourd'hui? L'entreprise se porte bien. Comme tu viens de le dire, on fête nos 10 ans, ce qui est pas rien pour une, petite boîte, créée par, quelques amis, en 2015, sur une espèce d'inspiration, faisons des escape games, à Genève. On n'est plus vraiment une start-up, on est une entreprise, qui a plus d'une cinquantaine d'employés, donc l'entreprise, se porte, plutôt bien. C'est plus une PME aujourd'hui. Ouais, Ouais, c'est ça, une carrément. petite entreprise. Et toi, donc, t'as pas rejoint directement, enfin, tu nous as expliqué en off que tu as rejoint l'aventure. Tu peux nous expliquer comment ça s'est fait, en fait? J'ai contribué avec, 5 de mes associés et amis à créer la boîte en 2015, mais c'était plutôt le soir et le week-end. J'avais, comme disait ma maman, un vrai emploi à l'époque. Je travaillais chez Firmenich, magnifique entreprise, genevoise également, où j'ai fait, voilà, j'étais un bébé Firmenich. J'ai fait 16 ans, de ma carrière là-bas et puis, voilà, à un moment, est-ce que c'était la crise de la quarantaine? Est-ce que c'était Qu'est-ce qui s'est passé le switch? il y avait un besoin, très clair de plus de monde au sein de TripTrap qui commençait vraiment après 3 ans à décoller, et puis voilà, j'avais envie de changement et j'avais au fond de moi cette envie, entrepreneuriale, qui du coup, que j'ai assouvie en 2018. Donc, ça fait 7 ans que j'ai rejoint la boîte. Et ce saut dans l'inconnu un petit peu, enfin, comment tu t'es senti au début? Mal. On t'a déconseillé dans ton entourage? Qu'est-ce qu'on te disait à ce moment-là? Non, alors bon, les gens qui me connaissent, avaient vite compris que j'avais pris ma décision, hein. Il y a un bouquin qui s'appelle Blink qui explique que la plupart des décisions, sont prises par votre cerveau reptilien en moins d'une seconde et qu'après le reste, c'est, essayer de rétrofitter cette décision dans, la réalité de nos vies. Mes proches ont assez vite compris que c'était un step que j'allais prendre. Le risque était quand même mitigé par le fait que l'entreprise existait depuis 3 ans, elle était en croissance. Du coup, c'est pas comme si j'avais fait un saut, dans l'inconnu total. Après, on dit quand même, et je le confirme, qu'il y a une certaine dose d'inconscience quand on fait ce genre de move. Voilà, j'ai pas très bien dormi quelques nuits. Ouais, quand même, quand même. Moi, c'est important de le souligner. Et donc, t'étais, si je résume bien, donc 2015, tu étais en annexe, enfin, tu travaillais dans ce projet-là, mais tout en étant chez Firmenich ou Ah oui, alors en fait, j'ai investi dans ce projet avec des amis qui sont devenus mes associés. On faisait quelques réunions comme ça, le soir, et des week-ends, mais j'étais pas, opérationnel, dans l'entreprise. Et le secteur du divertissement, là aussi, qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? C'est plus que le divertissement, c'est surtout, c'est l'émotion. Moi, j'aurais beaucoup de mal à travailler pour une entreprise qui vend des commodités. Je respecte beaucoup les gens qui le font, mais j'ai toujours eu besoin de travailler, que ce soit dans ma carrière précédente dans les parfums ou maintenant, dans la vente ou dans la commercialisation ou dans la mise à disposition du public de, produits qui ont une vraie valeur émotionnelle. C'était le cas avant et c'est évidemment le cas avec TripTrap, où notre, récompense principale, hors, les chiffres, positifs en fin d'année pour autant qu'ils le soient, c'est le sourire, des gens, que ce soit une famille, que ce soit des groupes de collègues, que ce soit des amis. Les gens ressortent de nos salles avec une banane d'une oreille à l'autre et c'est ça qui nous motive. C'est le dénominateur commun de ce que tu faisais avant? Ouais. Ce côté émotion. Bah, souvent les gens me disent: «Comment tu as fait pour passer de l'industrie?» Chimie à escape games, enfin, Oui, mais bon, c'est pas c'est je comprends, ouais, j'ai pas que de la chimie, c'était de la chimie, qui fait rêver. Les parfums, ça fait rêver, ça appelle à des émotions, la Madeleine de Proust et tout ça, tout à fait, non, c'est clair. donc voilà. Et aujourd'hui, à TripTrap, c'est quoi ton rôle? Je suis le directeur, je suis l'heureux directeur, de TripTrap. 50 employés, t'as dit? Ouais, un peu plus, ouais. Alors en équivalent temps plein, c'est à peu près 20-25. Oui, 50, plus de 50 personnes, impliquées, quasiment quotidiennement dans l'activité de l'entreprise. Et que tu peux nous expliquer justement, escape games, on n'a aucune idée, attends, vraiment, en tout cas, j'ai aucune idée de combien de temps ça fait. Tu jamais venu jouer? Oui, je suis déjà venu, mais combien de temps ça prend pour faire une salle, en fait, voilà, concevoir une salle? Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer? Alors, c'est exponentiel.
En 2015, notre première aventure qui était le trésor de Jack Rackham, on l'a développé, je pense, en 3 à 4 mois. Notre dernière aventure, le jardin de Madame Suzette, c'était une année de travail. Ah ouais, donc maintenant, pourquoi c'est cette différence de temps? Oh, parce qu'il y a une évolution très claire dans les attentes déjà de nous-mêmes, les attentes du public. Un escape game tel qu'il se concevait et se construisait en 2015 n'a honnêtement plus grand-chose à voir avec un escape game de 2025. Nos salles de 2015 sont toujours ouvertes d'ailleurs. Et d'ailleurs, je recommande aux gens peut-être de commencer par celle-là parce que c'est une bonne introduction au monde de l'escape game, mais c'est pas mieux ou moins bien, mais c'est différent. Aujourd'hui, on est plus dans des aventures immersives. Alors, c'est une terminologie pardon, un petit peu bateau, mais l'idée, c'est vraiment de rapprocher le curseur un peu plus du film dont vous êtes le héros ou du théâtre immersif et de un peu moins mettre l'accent sur cette notion de 60 minutes pour vous échapper avant qu'il se passe quelque chose de compliqué, etc. On a vraiment envie de prendre les gens par la main et de leur faire vivre une vraie aventure avec un début, un milieu et une fin. Ouais, moi, j'avais fait la confrérie de la pierre. Ça, c'est 2015 aussi. Ça, c'est des anciennes, voilà, ben, tu vois, je me souviens de celle-ci. Et au niveau du coût, enfin, et ça coûte combien? Est-ce que, bah, aujourd'hui, voilà, tu as dit que ça prend plus de temps. Tu peux nous dire à la louche, un petit peu une fourchette? Bon, je peux même pas à la louche. Combien? Nos dernières salles, donc si on prend tout le capex et puis les coûts humains, on fait quasiment tout nous-mêmes, hein. Donc on fait la création et la construction nous-mêmes, ce qui est la partie absolument fun et intéressante et enthousiasmante de ce travail. Ben, toute la création, c'est aussi ça qui nous motive, de dire, réfléchir à qu'est-ce qui va nous. Je vais te répondre, hein, t'inquiète pas. Non, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui va mobiliser les gens? Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Tu te dis: «Ah mais ce mécanisme, les gens vont halluciner», puis en fait, tu passes 3 mois à bosser sur un mécanisme, puis à la fin, c'est le petit truc qui a été réglé en 20 minutes, qui fait que les gens font: «Waouh!» Tous les gens qui sont dans des métiers de création te diront la même chose, des fois tu penses que quelque chose va marcher, ça marche pas et vice versa. Pour en revenir à ta question, là, ces dernières années, nos dernières aventures, dont celles qui sont primées, c'est des budgets, d'investissement qui sont entre 300 et 450 000 francs Pour une salle? pour une salle, OK. pour une aventure. Une par année, 2 par année? Non, 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 non. On en a créé, 11 en 10 ans et on ralentit un peu le rythme parce qu'évidemment ça prend un peu plus de temps. 100 autofinancé, je tiens à le dire, donc on n'a jamais levé d'argent. Ouais, on en est assez fiers. Non pas parce qu'il y a des problèmes avec des levées de fonds, on pense quand même le faire pour peut-être d'autres projets, mais on est vraiment parti du principe que c'était quelque chose de sain, de dépenser l'argent qu'on gagnait pour le réinvestir, et parfois Mais là, vous êtes tous donc propriétaires de ouais, l'entreprise? on est 6 associés, à parts exactement égales dans l'aventure. OK, ouais, très bien. Et toi, tu as un rôle dans la création, enfin, tu es directeur général, Ouais. mais voilà, dans la conception des salles. Alors, mon rôle, il est assez marginal dans un premier temps. Donc, j'ai mes collègues Nicolas, Aurel et Roy qui sont eux vraiment les têtes pensantes et créatives. Ils aiment pas trop que je dise ça, mais c'est un peu les Peter Pan, mais je le dis avec énormément d'amour et de respect. C'est eux qui viennent avec les idées, les thématiques. On attache énormément d'importance aux histoires qu'on raconte, contrairement à pas mal d'autres acteurs de notre industrie, pour être tout à fait honnête, qui se contentent de 2 lignes, vite, échappez-vous avant que là, Ça va être bon. qu'une bombe, explose, ce qui est malheureusement un peu l'actualité, mais voilà. Donc on prend beaucoup de temps à réfléchir aux thématiques et puis moi, en fait, mon rôle, c'est un peu un rôle de sparring partner. Ils viennent me présenter leurs projets, je les challenge, pourquoi ci, pourquoi ça? Est-ce que ça fonctionne dans le cadre, du Grand Trip Trapotel? Voilà, je viens un peu challenger et puis mon rôle «créatif», entre guillemets, se limite, mais c'est déjà un énorme plaisir, à la partie, bruitage et musique. Je m'occupe de tout ce qui est ambiance sonore des salles. Ouais, donc on en reste dans ce côté, ouais, émotion, encore une fois, ambiance, OK, très bien, et là-dessus, je voulais te poser la question dans voilà, un escape games, on y va une fois, Ouais, c'est difficile qu'on refasse la même salle, enfin, mais généralement ça dépend, c'est vrai? ça dépend. Tu serais étonné, il y a des il y a De manière générale, enfin, ouais, on va une fois, on connaît les codes, enfin, on connaît mais en fait, premièrement, les gens oublient assez vite. c'est vrai? Alors non, dans l'absolu, c'est sûr que le taux de récurrence est relativement faible, mais
On a quand même sur certaines salles, où il se passe beaucoup de choses, on a des gens qui reviennent parce qu'ils ont envie de reprendre du temps pour revivre, la Ok. donc on a un taux marginal, mais quand même un taux, existant de gens qui reviennent faire. Mais c'est sûr, ta question est totalement, légitime. Quand on a fait notre premier business model il y a 10 ans, On vous a posé. le premier business model, on remplaçait nos salles tous les 6 mois. Ah, ouais. Et c'est là que tu te dis: «C'est absurde», enfin, ça n'a aucun sens. Mais on n'avait aucune espèce d'idée de la profondeur du marché et de combien de temps nos salles pourraient tenir et la vérité, c'est que 10 ans plus tard, on n'a toujours pas la réponse à cette question. On mesure la performance de chacune de nos salles. Tant qu'elles contribuent à payer les charges, ça fonctionne. Mais on pensait jamais que Jack Rackham ou la confrérie de la Pierre serait encore ouverte 10 ans plus tard. Et mais ça, justement, comment tu fais pour les faire, dans ce côté imagination, voilà, de recréer des salles, enfin, c'est une pression constante, enfin, de se dire à chaque fois: «On doit innover, innover, innover». Oui, mais ça fait partie de ce qui nous motive et Bah, c'est ça qui est sympa. c'est une pression, supplémentaire pour quelqu'un. J'ai d'autres business, en fait, tout simplement, où on vient, je sais pas, j'imagine, on va au restaurant, enfin, on peut prendre différentes choses. Là, c'est un peu c'est pour ça que je me disais, hein, ça va pas être évident. Ou même les créateurs de contenu, aujourd'hui, on est toujours dans le côté business. On doit, émerveiller le public, on doit se renouveler et c'est un peu ça, je me dis Alors justement, pas vite. ouais, vous prenez du temps là-dessus, ouais. C'est vraiment hyper important de prendre du temps. C'est-à-dire qu'on se targue, peut-être que enfin, après on a les mêmes, impératifs, commerciaux, financiers, organisationnels, comptables que toute entreprise. Par contre, on répare pas des cintres. On fait de la création, notre certitude, notre conviction depuis, le premier jour, c'est que, si on fait pas de la qualité, ça va pas marcher et c'est vraiment, alors on s'engueule sur plein de sujets, avec mes associés, on est très amis et ça se passe bien, mais s'il y a une chose sur laquelle il y a jamais eu le moindre doute, c'est que, on veut faire de la qualité. On veut absolument, tant qu'on peut dans la mesure de nos moyens et de nos ressources, on veut, prendre les gens et les faire rêver. À partir de là, les business models, sont quand même un petit peu différents. On est obligé de s'accorder un temps un peu plus long. On apprend à chaque nouveau projet, on a appris parce qu'au début, on se mettait martel en tête en se disant: «Mais, oh là là, on est en retard sur le planning» ou «On a explosé le budget» et cetera et en fait, on arrive, rien n'est jamais acquis, mais on arrive maintenant à un stade où on contrôle nos processus créatifs et la clé c'est pour ça que je me suis permis de te reprendre sur le mot vite. La clé, c'est de s'accorder du temps et le temps, c'est de l'argent, donc il faut bien planifier les choses et s'assurer que les choses roulent. Mais typiquement, les 2 dernières salles qu'on a ouvertes, le Tonton Cornelius et le jardin de Madame Suzette, c'est des salles qui ont mis entre 12 et 13 mois à être créées, sur lesquelles on a travaillé comme des dingues et en fait, ça fonctionne. On a essayé de faire un peu quick and dirty, comme on dit en anglais. C'est pas la même chose. Ben, pendant le covid, on était fermés et donc nous, associés, on touchait vaguement des APG, des trucs, mais on avait le droit d'aller travailler dans nos locaux. Donc on a été derrière la gare dans notre, local qui s'appelle le Trip Trap Bazar, qui est un faux magasin et puis on s'est dit: «On va faire un truc un peu à la retirette, on n'investit pas trop de temps, pas trop d'énergie, pas trop d'argent, on le fait un peu à l'arrache». On ne sait pas faire à l'arrache. On sait pas. En fait, à la fin, le truc qui nous Le semble défaut, hein. c'est un bon défaut, mais il faut bien le mettre au clair dans ton tableau Excel au début du projet. On voulait mettre 3 mois, on a mis 6 mois et puis on ne le regrette pas parce que c'est une magnifique aventure. Mais j'imagine le projet, qui dure sur 12 mois il évolue énormément, hein, durant cette période-là. Il ressemble pas du tout le 1er mois à 12 mois, c'est plus le même ou bien? Alors, si tu te laisses assez de temps, ce qui est un défaut qu'on avait et qu'on a encore un peu, mais on se soigne, si tu t'obliges à te dire que tu vas passer 2 ou 3 mois sans planter un clou, il y a toujours cette urgence. Tu as ton local, tu as envie d'aller commencer à visser des trucs et cetera. Et si en fait on s'oblige à ce que l'équipe créative, dont je te parlais avant, mes 3 amis et associés, à vraiment aller au bout, tout faire de manière très claire, sur des storyboards, sur des moodboards et puis au moment où on est tous d'accord, là on se met à travailler. En fait, c'est un processus de création et d'exécution qui est beaucoup plus, enfin qui fonctionne. Ouais, tout à fait. Je trouve pas le mot. Non, mais vous avez, donc 2015, les escape games, c'était vraiment très peu connu. Aujourd'hui, est-ce que tu as vu ce marché devenir plus concurrentiel et beh, si oui, enfin, comment vous faites pour vous différencier alors par rapport à ce qui se fait? Il y a eu un boom, hein? Ouais, il y a eu un boom et en fait, paradoxalement, donc nous on était je pense les
premier ou deuxième à Genève, à quelques semaines près. Et c'est vrai, tu as raison, personne connaissait ça. On passait nos soirées entières à expliquer aux gens quel était le concept. Moi, je crois que ma femme, à un moment, elle voulait sauter par la fenêtre. Dès qu'on allait à un dîner, dès qu'on allait boire un verre, etc. Je disais, ah, mais tu connais pas ce concept, c'est génial, etc. Donc là, maintenant, on n'a plus besoin d'expliquer parce que les gens, enfin, c'est devenu une activité connue des gens. Mainstream. À l'époque, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont créées en même temps, entre 2015 et 2016. De tête, je dirais une petite dizaine à Genève. Et ça, c'était un moment qui était vraiment très concurrentiel. Même avant le Covid, hein. C'est un peu facile de dire, ah, on a fait faillite à cause du Covid. La réalité, c'est que déjà avant, des enseignes qui proposaient des produits ou des expériences de qualité, on va dire, questionnables, avaient déjà mis la clé sous le paillasson. Donc en fait, très rapidement, et c'est plutôt sain, les gens se sont concentrés sur ce qui fonctionnait et ce qui leur faisait plaisir. Donc nous, on s'est différenciés par ce que je te mentionnais avant, qui est l'aspect qualitatif, jusqu'au boutiste, j'ai envie de dire, de ce qu'on fait. Au détail près. Ouais, alors on est très orienté détail, oui. C'est sûr que moi, quand je vois mon ami et associé Nicolas avec une brosse à dents et du brou de noix en train de passer du brou de noix à 4 mètres de haut dans la chambre de tante Hilda, est-ce que c'est vraiment nécessaire? La réponse est oui. La réponse est oui. Ah, c'est clair. Donc vous, vous êtes basé à Genève. Ouais. Vous êtes tous genevois dans les associés ou pas? Oui, oui, on est tous genevois, oui. On est tous à peu près nés à Genève et oui, absolument. Genève, pourquoi? Enfin, c'est juste affectif ou il y avait un côté stratégique de commencer l'entreprise à Genève? Alors, totalement affectif. On vient d'ici, on a nos réseaux ici, on connaît les quartiers, on sait quels sont les. C'est très difficile quand tu arrives dans une ville. On a eu 2-3 fois des projets d'aller exporter TripTrap ailleurs. C'est comme quand tu visites une ville. Si tu vas à Madrid et puis que tu es avec un pote qui vit à Madrid, tu vas voir un Madrid différent que si tu es avec ton Lonely Planet. Donc nous, on a très vite compris quels étaient les lieux dans lesquels on avait envie d'être. Et donc le choix était. Enfin, la question s'est même pas posée. Mais après, c'est vrai qu'on voit avec le groupement des Escape Games suisses dont on fait partie, on se rend compte que c'est une évidence stratégique, qu'une activité de loisir avec une dizaine de salles comme nous se porte beaucoup mieux mécaniquement si elle est dans une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants comme Genève ou Zurich. Mais à Genève, il y a ce problème de manque de locaux industriels. Enfin, c'est une réalité. Là-dessus, enfin, est-ce que vous n'avez pas été bloqué, vous, dans ce côté-là, de trouver des endroits? Il en faut de la place pour faire des escape games. Oui, la question est complètement d'actualité parce que, en l'occurrence, aujourd'hui, on est au bout des mètres carrés qu'on avait. Donc, on a 3 différents lieux. Le Trip Trap Bazar derrière la gare, le Secret Floor qui se trouve ici aux Acacias et le grand Trip Trap Hotel à Carouge. On vient d'ouvrir les derniers mètres carrés. On a enlevé notre atelier. Vous poussez les murs, là. On pousse les murs, littéralement, et on se pose la question de savoir quelle est la prochaine étape. On garde nos antennes ouvertes pour des locaux industriels, comme tu le mentionnais. Oui, c'est difficile, mais justement, comme on vient d'ici, on connaît, on trouve quelqu'un qui connaît, et tout à coup, voilà. En 2018, je peux le dire sans aucun problème, on s'est retrouvés. On était dans un moment, quand je venais de rejoindre l'entreprise, on était dans un moment où l'entreprise était en croissance, mais on n'était pas non plus, en termes de trésorerie, dans une situation qui était vraiment très enviable. On a eu l'opportunité d'aller visiter les locaux dans lesquels on est maintenant à Carouge, au Grand Trip Trap Hotel, où il y a le Catalpa Bar et le Grand Trip Trap Hotel. On a visité ça et si tu veux, ça a été un choix qui a été complètement déraisonnable. Tu prends 100 Suisses allemands, tu leur dis regarde le bilan de Trip Trap et ça, est-ce que ça vaut la peine de prendre ces locaux, de se mettre des charges fixes? Il y en a 100 qui te disent non. Et comme nous, on était 6 Genevois, on savait pertinemment qu'un local comme ça ne repasserait pas dans les 10 ans. Et je peux te dire, ça fait 7 ans qu'on y est et on n'a jamais on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Après, c'était un peu. Mais tu as le problème aussi, outre ce manque d'espace, de terrain industriel, il y a aussi les loyers élevés. Ça, c'est une vraie problématique aussi à Genève. Vous faites comment pour contrer ça? Enfin, vous vous adaptez, mais c'est pas un coût qui devient trop lourd? C'est la charge la plus importante enfin, c'est la charge fixe la plus importante de notre modèle d'affaires. Il se trouve que dans les locaux où on a pu négocier des tarifs qui sont
relativement raisonnable par rapport à Genève. Maintenant, quand tu discutes avec les gens qui ont le même genre d'activité que nous à Martigny, ils hallucinent. Ah ouais. Mais notre pricing n'est pas le même non plus, on est plus cher. On est plus cher, donc évidemment que ça se répercute sur les clients. Là-dessus, est-ce que vous avez rencontré d'autres problèmes aussi à Genève en tant qu'entrepreneur? Enfin, je sais pas, au niveau administratif ou autre, je sais pas, les autorisations? Non, alors ce qui est marrant, c'est qu'au début de l'aventure, il y avait un grand flou. C'est-à-dire qu'en termes d'affectation des locaux, la police du feu avec qui on avait de très bonnes relations, et cetera. Donc il y avait un peu une espèce de zone un peu de limbo où, voilà, en fait, les gens savaient pas très bien ce qu'on allait faire dans ces pièces et puis, il y avait des modèles qui s'appliquaient pas forcément à nos activités. Puis en 2018 ou 19, en janvier 2019, il y a eu un horrible accident, en Pologne, si je me souviens bien. Et là, tout à coup, la presse s'est emparée de ça, mourir dans un escape game. Il y avait D'accord. certains journaux de bas étage qui en ont profité pour faire des clics de manière complètement déraisonnée. Et du coup, ce qu'on a fait avec le groupement des escape games suisses et nous, Trip Trap, c'est qu'on a évidemment proactivement contacté toutes les autorités pour vraiment mettre en place des protocoles très clairs. Alors oui, effectivement, vous êtes dans un décor où vous êtes un peu isolé, mais il y a quelqu'un en permanence en train de regarder derrière son écran. S'il y a une coupure d'électricité, toutes les portes s'ouvrent, et cetera, et cetera. Donc non, d'un point de vue de la réglementation, on n'a pas eu tellement de problèmes. Je sais que dans d'autres cantons, notamment en Suisse alémanique, c'est beaucoup plus compliqué, et dans d'autres pays aussi. En France, c'est très compliqué. Donc ça, c'était pas un problème. Ensuite, non, je dois dire qu'on n'a pas eu tellement de... Après, ce qui était compliqué au tout début, c'était d'aller expliquer aux gens ce qu'on faisait. Les bailleurs, par exemple, tous nos baux, sans exception, ont des personnes physiques, moi ou mes associés qui sont là Alors, garant, vous êtes garant de ouais, c'est ça. donc c'est sûr que l'activité était un peu mystérieuse et Bon, c'est le début, ça, on peut comprendre. Tu m'as parlé tout à l'heure, songiez à lever des fonds, enfin, ça se pose la question. Là-dessus, Genève, c'est le bel endroit pour lever des fonds en tant qu'entrepreneur? je sais pas. Je sais pas parce qu'on n'a pas commencé. Mais de ce qu'on te dit, enfin voilà, là-dessus, d'école, ben, vous faites partie d'un groupement d'escape games. Les autres, j'imagine, ont levé des fonds. Qu'est-ce qu'on te dit? C'est quand même une industrie qui est, il faut le dire, hein, d'amateurs. Et 95% des gens qui font ça en Suisse, font ça, à une échelle, vraiment réduite. La question de la levée de fonds, c'est une question de temps. Est-ce qu'on s'achète du temps ou pas? Si on va se mettre 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés de charge, mais qu'on a l'argent que pour investir ça progressivement, bah, c'est sûr que, ça va mettre beaucoup plus de temps à faire un business model qui tourne. L'idée de la levée de fonds, c'est pour gagner du temps et pouvoir investir, massivement sur une période de temps plus courte. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas encore commencé à... Non, c'est clair et le côté des loyers et des espaces, voilà, qui sont réduits de ce que tu disais tout à l'heure, ça peut vous pousser à vous développer ailleurs? Oui, Et c'est là, enfin, est-ce que tu nous annonces quelque chose, mais vous allez aller où? on aimerait aller, on a un projet sur lequel on travaille très dur depuis bientôt 2 ans, avec lequel on aimerait aller idéalement en Suisse allemande, probablement à Zurich, mais si c'est ailleurs, on verra bien. Donc là, on est en train de... C'est le grand saut, là. C'est un saut, ouais, c'est un saut, mais ce sera pas exactement, une réplication de ce qu'on fait avec TripTrap. Ce sera un projet un petit peu différent, toujours dans les aventures immersives et dans le jeu. Donc ça va, j'espère, se faire en 2026. Je pense que ça va se faire en 2026 et puis voilà, mais c'est un axe de développement. L'idée de continuer à nous développer à Genève, elle est actée. On est absolument tous d'accord, pour ça. On veut absolument continuer à proposer des choses, Ce n'est pas un au revoir. c'est absolument pas. Ouais, non, c'est absolument pas un au revoir, bien au contraire. Mais j'ai lu dans certaines de tes interventions dans les médias, Oui, beaucoup d'interventions. ouais, où tu parlais que Genève restait un peu coincée sur des concepts traditionnels. Tu parlais des montres, du chocolat, des banques. Non, alors je veux pas me fâcher avec mes amis banquiers, ou, Mais la question, c'est surtout qu'est-ce qui manque à cette ville pour devenir plus créative? il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que dans les années 90, il y avait plus de squats à Genève au mètre carré, que dans n'importe quelle ville au monde, Berlin y compris. Alors je ne veux pas rentrer dans une thématique politique, mais il y avait quand même
il faut constater ça. Il y avait dans la deuxième partie des années 90, il y a jusqu'à à peu près 2004-5, il y avait à Genève un foisonnement culturel underground qui faisait, que ça nous plaise ou pas, qu'on soit client ou pas, qui faisait partie d'une offre culturelle un petit peu edgy, comme ça, qui amenait énormément, même à un expatrié qui vient bosser dans une banque ou dans une grande marque d'horlogerie. Il est content de venir s'encanailler chez Artemis ou à l'usine, etc. Donc vraiment, pour être très, très, très concret, je pense on a perdu en éliminant cette culture des squats qui avait plein de défauts mais plein de qualités, on a perdu une grande partie de l'âme créative genevoise. Nous, notre approche, c'est d'être des punks corporate. Ouais. C'est, Des punks en costard-cravate. on peut faire des choses bien, on peut faire les choses de manière extrêmement professionnelle, payer ses charges patronales, payer la TVA, faire les choses correctement, avoir des business qui fonctionnent plus ou moins bien et qui remplissent leur rôle de faire rêver les gens, comme je te disais avant, tout en gardant une approche relativement fraîche où, dans le doute, bah, on essaye. Dans le doute, on y va, on le fait et on verra bien si ça passe ou si ça casse. Pour moi, c'est ça qui manque un petit peu à Genève. Je ne sais pas si Mais c'est d'être donc moins prudent. Enfin, c'est ça, c'est d'oser, c'est d'y aller et c'est facile à dire, hein, c'est vraiment facile à dire, je te fais là, on est dans la mentalité, non? c'est ça, c'est une mentalité de, gardons cette attitude où, allez, dans le doute, on le fait, on réfléchit pas trop et on y va. Je te dis ça maintenant, il y a quand même une responsabilité sociale dans la position que j'occupe qui est, de payer, 55 salaires chaque mois, donc le côté punk, il est marginal, hein, mais il faut le cultiver. Qui doit oser? Est-ce que c'est aussi les autorités? C'est clair, c'est une évidence. Qu'est-ce C'est qu'ils devraient faire plus? bah, alors je vais pas Mais dans le sens de quelle ville tu t'inspires où les autorités sont un peu plus. bon, très compliqué, mais il y a, je pense qu'il faut fonctionner par projet. Les autorités, bon, Genève, comme chacun sait, Genève, c'est compliqué parce que c'est une ville-canton, et une grande commune au milieu et puis, 23 autres communes ou je sais pas, 45 autres communes à côté. C'est là que je pense réellement que le festival Antigel, dont on parlait en off avant, est absolument génial non seulement dans sa programmation, dans sa manière de faire, mais aussi dans sa manière de bosser avec les communes. Et là, en fait, c'est plus facile d'aller demander à Vernier ou à Collonges-Bellerive ou à Aunay d'oser sur des événements d'une peut-être plus petite magnitude, plutôt que de partir sur des projets pharaoniques forcément à chaque fois. On voit trop petit? Je te résume. Non, non, pardon, c'est le contraire. Je pense que justement d'éclater plein de petits projets un petit peu locaux dans la commune X, dans la commune Y, peut-être que c'est un modèle un peu plus successful que les fêtes de Genève, telles qu'on les connaissait à l'époque, qui au final avaient perdu, leur âme et leur raison d'être. Je sais pas, hein, peut-être des brainstorms. Ouais, si un peu dans les hautes. Mais quand tu dis faut plus oser, est-ce qu'il y a aussi un côté soutien ou ou dans le côté accompagnement, enfin, si tu pouvais développer, enfin, c'est pour être un peu plus clair. Donc, oser, c'est d'y croire. Alors nous, je vais rien nommer, mais on n'a jamais été demandé d'argent ou de soutien, logistique à des communes ou à l'État ou à la ville. En revanche, on a été, heu très souvent, sur ces 10 dernières années, je dirais en tout cas une douzaine de fois, approché par des institutions, étatiques ou semi-étatiques ou voilà. Avec à chaque fois des intentions géniales, des projets incroyables, des trucs qui nous tiennent à cœur sur la formation, sur l'éducation, où on s'est dit: «Tiens, mais ça c'est un projet, on le fait avec plaisir, on n'a pas envie de marger là-dessus, on a tellement envie d'être associé à ce genre de choses-là» et cetera. Sur les 12, il y en a 2 qu'on a fait. Il y en a 2 qu'on a fait parce que, et pas parce que c'est nous qui avons coupé le cordon, mais parce que tout à coup, l'institution XYZ te dit: «Bah non, mais en fait, on n'a pas les fonds, on n'a pas le truc, on n'a pas» et à la fin,
À la fin, nous, on n'était pas dans une position de demander quoi que ce soit. C'était pas nous qui drivions le Tout à fait, projet. ouais, je comprends. On recevait un brief, on répondait avec enthousiasme ou pas. Des fois, on répond poliment et ça se sent tout de suite, mais on répond toujours. Puis on se retrouve, avec des mandants qui eux-mêmes, en fait, au bout d'un moment, se paralysent parce que: «Ouh là là, non, c'est trop», voilà et si tu veux, si tu fais pas l'effort, entre guillemets, de vente, de conviction, de venir expliquer ce qu'on a fait, parce qu'il y a eu 2 projets qu'on a fait, je peux nommer le partenaire, c'est le plus grand employeur du canton, qui sont les hôpitaux universitaires. On a fait 2 projets, internes pour eux qui fonctionnent très bien, qui existent encore maintenant. C'était un vrai bonheur parce que nous, on était hyper enthousiastes et la boule de neige a pris et le résultat est formidable. Mais je tiens quand même à dire que si les responsables de cette institution n'avaient pas pris de risques, ce qu'ils ont fait, le projet ne se serait jamais fait. Mais donc vision à long terme, en fait, finalement, c'est ce qui manquerait. C'est dans la plupart, de manière générale, hein. Là, ça s'est fait, mais c'est un peu cette vision à long terme. Quand on dit quelque chose, on va jusqu'au bout. Ouais, il y a quand même alors vraiment, je suis conscient des impératifs, qu'ont, les responsables de tel département, voilà, il y a des impératifs économiques, il y a des impératifs politiques évidemment, on a eu 2 projets, qui en fait sont arrivés juste avant les élections cantonales et puis, juste après, ben non, ça n'existait plus. Mais c'est pas grave, ça fonctionne comme ça et puis nous, on n'est pas désespérés pour ce genre de choses. On est toujours ouverts, mais c'est pas notre cœur d'affaires, c'est pas de faire des collaborations, avec des partenaires institutionnels. Mais on est toujours ouvert à le faire et pourquoi pas? Il y a peut-être une petite, frilosité, pour des choses un petit peu hors cadre comme ce qu'on propose nous. Tu mentionnais souvent, enfin, bon, toujours dans tes interventions, hein, Londres. Mais aujourd'hui, c'est qui serait quelle est les quelles sont les meilleures villes pour les escape games? Voilà, où C'est Genève. ça va, non, mais quand tu peux non, mais je suis sérieux, Genève, c'est où les endroits je laisse Toby pour faire les escape. Non, alors blague à part, enfin je badine un petit peu, mais je suis sérieux quand même. Je pense vraiment que ce qu'on propose, fait partie de ce qui se fait de mieux. J'en suis très fier et on en est très fiers tous collectivement. Mais blague à part, oui, les endroits où les escape games sont les plus cinglés, en fait, c'est, des endroits où, le coût du mètre carré et le coût de la main-d'œuvre est extrêmement peu cher. Donc, c'est des villes comme Athènes ou comme Barcelone. Il y a aussi un pool, assez intéressant en Hollande. Mais Londres, c'est pas tellement les escape games qui nous inspirent, c'est vraiment le reste. C'est le théâtre, c'est la musique, il y a de l'événementiel immersif qui est, je pense, à la pointe de ce qui se fait dans le monde. Tu parles de l'international, ça me permet de parler de projection, là-dessus. Est-ce que donc il y a ce côté suisse alémanique, un développement à venir. Oui. L'international aussi, est-ce que ça c'est au coin de la tête ou on y pense un peu En aussi? fait, le projet Zurich, c'est l'étape 1, d'un concept qu'on aimerait, si ça fonctionne, qu'on aimerait exporter, ouais. Je pense que tu pourras pas dire en plus où ça sera la prochaine étape. Non, parce qu'on sait pas, on a des contacts en Allemagne, on a des contacts en France, on a des contacts, en Angleterre. L'Angleterre, c'est un peu plus compliqué, on sait pas. Non, non, mais là, Europe en tout cas. là, on se concentre vraiment sur l'étape, suisse alémanique. Et Genève, le développement à venir à Genève, il y a de nouvelles salles qui vont voir le jour. Oui, mais je sais pas où ni quand. Bon, bah, c'est déjà une info, mais La volonté, elle est là, comme je te disais avant, c'est sûr, on aimerait continuer à proposer des choses, délirantes ici à Genève. les freins, ça reste ces choses que tu disais, le manque d'espace et puis, Ouais. peut-être, les loyers, enfin, les charges, c'est un peu ça. Faut qu'on trouve, la bonne formule, ce sera peut-être pas dans le cœur de la ville, ce sera peut-être un peu ailleurs, ce sera, voilà, mais dans la région genevoise, c'est sûr on a en tout cas cette volonté de continuer à proposer, de nouvelles aventures. J'ai vu vous avez un bar, il y a une œuvre de restauration, ça c'est vrai. Ah, ça j'étais pas sûr de moi. C'est une autre source de revenus finalement. Est-ce que c'est un développement parallèle? L'impulsion pour créer un bar, c'était surtout, de prolonger ce moment de lien social qu'on aime créer dans nos salles. C'est-à-dire que l'idée, c'était de transposer à quelque chose qu'on aime tous faire, qui est peut-être un peu moins contraignant que d'aller booker sa session en avance et cetera. D'aller boire un petit verre tranquillement, au bord de l'Arve, à Carouge, voilà, et en fait, c'est complètement, décorrélé
de notre activité des jeux. Le public, alors oui, bien sûr, il y a des gens avant le jeu ou après le jeu qui viennent et qui boivent un verre, mais on a un public qui vient dans notre bar où on fait des petits événements, on fait des blind tests, on fait des stand-up, on fait des spectacles de magie. Voilà, il se passe toujours un peu des choses. Il faut nous suivre sur Instagram. C'est vraiment, il y a le Grand Trip Trap Hotel dans le Clos de la Fonderie. Et en fait, c'est le bar de l'hôtel. C'est le bar de l'hôtel, donc c'est au 5 Clos de la Fonderie. Ça passe le long, il y a désormais la voie verte le long de l'Arve qui passe là, donc on a un petit portail, on peut passer, on est un peu moins clos qu'avant, mais c'est vraiment quasiment au cœur de Carouge. Il a ouvert quand? On a ouvert 2020. en plein Covid. Ouais. On a ouvert en plein Covid. L'inauguration, on avait prévu une fête de malades et tout. L'inauguration était censée avoir lieu le 15 mai 2020. Donc là, évidemment qu'on on était fermé. Donc le bar a ouvert entre les 2 vagues de Covid, puis après il a réouvert. Et puis bon, un bar, c'est quand même autre chose. Il y a plein de bars géniaux à Genève, donc c'est quand même compliqué d'ouvrir un bar. Mais on trouve notre public, on trouve notre créneau et donc c'est pas quelque chose sur lequel, on gagne beaucoup d'argent, mais on en perd pas, donc c'est déjà très, très bien. Mais c'est surtout un endroit sympathique qui nous permet de laisser un peu libre cours à des délires un peu différents que ceux qu'on fait dans les jeux. Et toujours dans cette optique de diversification des activités, j'ai lu, et peut-être tu me corriges, mais vous lancez une sous-marque pour développer des jeux mobiles pour les entreprises. C'est ça. Alors, c'est quoi alors, concrètement cette histoire? C'est un jeu qui existe depuis quelque temps, mais qu'on a rebrandé parce qu'en fait, on va créer cette nouvelle entité et c'est ça qui va partir à Zurich. The Last Treasure, en bon français, le dernier trésor. Et puis, c'est vraiment, si tu veux, c'est un module qui existe et qu'on fait en entreprise depuis quelques années déjà, qui fonctionne très très bien. C'est pour des événements, des team building. Donc, on va dans les entreprises, les gens sont dans leur séminaire off-site, dans un hôtel à Montreux, je sais pas, je dis n'importe quoi. Nous, on arrive, bam, il y a une urgence, et cetera, et les gens se retrouvent plongés dans le jeu. C'est personnalisé, en fait. Enfin, c'est surtout déplaçable sur le lieu de ton team building. C'est un jeu qui est très difficile, enfin, qui a été fait dans cette perspective-là de challenger les gens. Tu vois, c'est marrant parce que tu as les gens de X entreprises qui te disent oui, non, mais chez X, on est hyper smart, etc. Et puis les gens de chez Y, nous, on va y arriver en 2 secondes, etc. Et en fait, c'est pas toujours le cas. Donc, C'est magnifique. c'est du pain béni pour les ressources humaines et pour les managers. C'est toujours assez cocasse. Et puis, en fait, c'est ce jeu-là sur lequel on va faire levier et qu'on va industrialiser pour aller créer une nouvelle expérience qui sera plus mobile, mais qui sera vraiment dans un contexte immersif assez innovant à Zurich. J'ai une dernière question et ce que j'aime bien poser à tous ces créateurs d'entreprises. Qu'est-ce que tu aurais dit à Jan en 2018 quand il était encore à Firmenich et qu'il allait rejoindre Trip Trap? J'aurais dit une chose, Qu'est-ce que tu le dirais aujourd'hui? je dirais maintenant, ce sera un bon problème, c'est une immense connerie, notamment dans ce qui concerne toute la gestion administrative des ressources humaines et de la comptabilité. Le le «Ah, on verra plus tard, ce sera un bon problème», Faux. non, c'est faux. Si tu te lances, et j'ai lancé d'autres projets un peu différents, avec des copains pour rigoler. Je passais pour le trouble-fête parce que je disais aux gens: «Non mais attendez, ça, il faut qu'on soit blindé maintenant». Parce que si on le fait pas bien maintenant, dans 3 ans, ce sera pas un bon problème, ce sera un gros problème. Donc il y a pas de bon problème. Il faut, si vous vous lancez, lancez-vous, organisez-vous, comme si les choses allaient se développer et quand elles se développeront, les structures administratives seront en place. Parce que les nuits blanches et les cheveux blancs, c'est ça. Ça vient de ça. Ouais, c'est un bon conseil pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Écoute, je te remercie beaucoup, Jan, pour toutes ces confidences. Merci Je ne à peux toi. que te souhaiter du bonheur là, pour la suite. Ça s'annonce prometteur. Donc, il y a des gros projets qui arrivent. On va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup. Puis, bonne continuation à toi. Merci. Merci beaucoup. Retrouvez les Success Stories genevoises sur Spotify ainsi que sur Apple Podcast et en vidéo sur YouTube. Merci et à bientôt.